Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Passe D du The Brief, le podcast où l'on parle football sans pression. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir un joueur qui est passé par l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille, Blackburn en Première Ligue, ainsi qu'Arles Avignon, et qui a porté à 12 reprises le maillot de l'équipe de France, avec en prime une présence dans les 23 pour la Coupe du Monde 2006. C'est avec plaisir qu'on reçoit Gaël Givet. Bonjour Gaël. Bonjour à tous. Salut, c'est un plaisir pour moi aussi. Gaël, merci beaucoup déjà dans un premier temps de nous recevoir dans ton complexe du Cristal. Le Cristal, on le rappelle, pour tout le monde, un lieu culte. Pour les locaux, c'est vrai que c'est un lieu emblématique où on a eu l'occasion de faire pas mal de fêtes, passer pas mal de bons moments. Et même aujourd'hui, on voit pas mal de couples, de parents qui viennent avec leurs enfants et qui racontent à leurs enfants que c'est ici qu'ils se sont rencontrés. Donc c'est assez sympa. Ouais. Oui, bien évidemment, c'est sympa. Du coup, ma première question, elle va se porter sur ça, justement. Comment on fait le passage du ballon rond à la petite balle jaune? À la fin de ma carrière, au départ, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur du côté de Monaco. J'ai commencé à entraîner les jeunes et là-bas, j'ai découvert le paddle. Je jouais un peu au tennis et puis quelques cours de paddle se sont montés. J'ai commencé à jouer et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir. Comme on voit aujourd'hui, beaucoup d'anciens sportifs, footballeurs et même des gens en particulier qui adorent ce sport. Et quand je suis revenu ici, parce que j'ai décidé d'arrêter complètement au niveau du football, j'ai eu l'idée, comme c'était pas encore vraiment développé dans le secteur, de créer mon propre complexe de paddle. D'accord, Gaël. Bon, on va maintenant parler football. Hein. On est là pour ça, on va revenir là-dessus. On va revenir un peu en arrière. Ta formation, elle s'effectue à l'AS Monaco. Comment s'est-elle passée? Déjà, j'ai grandi à Arles, donc je suis vraiment local. J'ai commencé à jouer au foot dans un petit village qui s'appelle Redescend, d'abord dans le Gard, 1 an, parce que mes parents avaient un restaurant là-bas. Et puis après, de 6 ans à 14 ans, j'ai joué à Arles avec des top éducateurs, avec notamment Djibril Cissé. On est de la même génération, on a joué ensemble jeunes. Et on s'est retrouvés après dans toutes les équipes de France, même en A. Et après, on s'est retrouvés face à face aussi quand il y avait les matchs Monaco-Auxerre. Donc c'était sympa. Et au niveau de la formation, c'est vraiment pour moi, c'est les plus beaux souvenirs parce qu'il y a la difficulté, parce qu'à 14 ans, on est loin de sa famille. Mais en même temps, on est tous dans le même cadre. Et donc, on se serre les coudes. On a encore l'insouciance parce que vraiment, c'est la passion du football, la passion du sport. Et puis, par rapport à aujourd'hui, parce que je vois comment ça se passe dans les centres de formation, on avait une certaine liberté, et qu'aujourd'hui, on ne retrouve plus. Donc c'est vraiment des bonnes années. On faisait des conneries, on s'amusait, on profitait. Et en plus, on jouait tous les jours au foot. Donc on avait une scolarité aussi qui était quand même avantageuse parce qu'on était dans une école privée juste pour nous, les stagiaires dans le centre de formation. Donc on a pu étudier dans des très bonnes conditions et en même temps jouer au foot avec les meilleurs joueurs et les meilleurs éducateurs. Donc c'était une très très bonne période. Justement, tu as une période à l'AS Monaco où il y a des super joueurs dans le groupe pro. Bien évidemment, il arrive le jour de ton premier match en pro. Peux-tu nous dire comment tu l'as appris et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Mon premier match en pro, c'était le 9 décembre 2000, je crois, où je rentre à Guingamp. Donc ça faisait plusieurs fois déjà que j'étais dans le groupe, mais où je rentrais pas. Et c'est vrai que là, pareil, tu es dans le groupe. Souvent, quand tu es défenseur, quand même, c'est plus compliqué parce que pour rentrer, à part s'il y a une blessure. Et là, l'équipe, on était mené 2-1. Et d'un coup, j'étais en train de m'échauffer. Et je vois le coach, qui était Claude Puel à l'époque, qui fait signe comme ça. Mais on était 3. Donc, je dis, bon, voilà. Et non, pas lui. Non, pas lui. Donc, je fais, oui. Et là, le trajet que tu fais quand on s'est chauffé derrière les buts pour arriver au banc, t'as le cœur qui va à 3000, tu te dis ça y est, je vais rentrer. Donc tu passes par toutes les émotions, t'as un peu d'appréhension, t'as un peu de joie, un peu de plaisir, et puis aussi tu te dis bon allez, maintenant, c'est parti. Donc en avant, il faut tout lâcher. Et voilà. Et après j'ai remplacé Martin Djetou, qui était un des cadres de l'équipe. Et donc on perdait 2-1, je rentre, je joue une quinzaine de minutes et on réussit à arracher le match nul. Donc voilà, c'était un bon souvenir parce qu'il y avait un autre jeune qui débutait aussi à l'époque, c'était Grégory Lacombe.
et qui avait marqué son premier but aussi en Ligue 1. Donc voilà, on était les deux jeunes ensemble à débuter et c'était un super souvenir aussi. Et c'était l'anniversaire de ma mère, donc Ah je oui, peux me ok. souvenir que de ça. Journée au top. Exactement. Ah, trop Ouais. bien, trop bien. Bon, ben, du coup, tu tombes, donc, comme je dis, dans un vestiaire avec des sacrés joueurs. C'est lequel qui t'a le plus marqué? Après, c'est vrai que déjà, moi j'ai un caractère très timide et introverti. Après, quand je connais les gens, et après, mais là j'étais le jeune de l'équipe et tout ça, donc au début, ils m'appelaient même Bernardo, en référence au muet dans Zorro, D'accord. parce que je parlais pas beaucoup, voilà. Mais après, ils avaient tous du charisme, parce que bon, au début, il y avait Barthez, Fabien Barthez, Sabrina Mouchi, mais celui au départ, quand je suis arrivé, c'est Marcelo Gallardo. Voilà, c'était lui le meilleur joueur, mais pour moi, quoi, en tout cas, à la fois très technique, et avec cette mentalité d'Argentin qui est sur le terrain, qui est accrocheur, qui est râleur, voilà, qui a une mentalité à part. Et c'est lui qui m'a marqué au début. Et après, j'ai eu la chance de jouer, bon, même à cette époque-là, mais avec Ludovic Giuli, qui est un top joueur et qui est encore un ami aujourd'hui, qui est exceptionnel. Et celui qui avait la plus grande de classe, c'est Fernando Morientes, quoi. Quand il est arrivé du Real Madrid, et l'année qu'on a faite avec lui, où on va jusqu'en finale de Ligue des Champions. Bon, voilà, et puis ce qui est exceptionnel, c'est qu'il vient du Real Madrid, qu'avec des grands joueurs, il arrive à Monaco dans un vestiaire où on était beaucoup de jeunes joueurs et tout. Le mec, il pourrait rouler un peu des mécaniques et tout, d'une simplicité incroyable, d'une humilité incroyable, un travailleur incroyable. Donc, pour tous les jeunes, ça te motive, quoi. Bien sûr. Tu vois la star de l'équipe qui fait le maximum, qui tous les jours travaille, qui est tous les jours sympathique, avec le sourire. Voilà, ça force, déjà qu'on le respectait avant, mais après de le côtoyer comme ça, c'était exceptionnel. D'ailleurs, tu m'en parles. 2004, tu joues une finale de Ligue des Champions face à Porto. Ouais, là, pareil, c'est un parcours incroyable. Pour la plupart, je me rappelle, on était tous très jeunes, on découvrait la Ligue des Champions. Notre premier match, on le fait à Eindhoven, où aucune équipe française avait réussi à s'imposer. Et bon, pour l'anecdote, le matin du match, Didier Deschamps me convoque dans son bureau. Quoi, dans son bureau, on était à l'hôtel, mais dans sa chambre, et tout ça, pour me parler. Et juste, il me dit, bon, moi, je jouais soit défenseur central ou soit arrière gauche. Et il me dit, ce soir, tu vas jouer arrière droit, parce que leur meilleur joueur de leur équipe, il est jeune, mais c'est lui qui fait la différence à chaque fois. Donc je veux que tu le prennes au marquage, et voilà, qu'on le voit le moins possible. Et ce joueur-là, c'était Arjen Robben, donc qui après a fait une grande carrière. Et donc du coup, voilà. Donc pour l'anecdote, après j'ai joué arrière droit pour la première fois de ma carrière. J'avais jamais joué arrière droit. Et je marquais Arjen Robben, et on a gagné 2-1 à Eindhoven. Et du coup, il t'a fait sa fameuse autoroute Robben là, pendant le match ou... En fait, ce qui a changé, c'est qu'après le reste de sa carrière, il a joué plus côté droit, Ouais. pour rentrer son pied C'est gauche, ça, enrouler ouais. tout ça. Et là, le match, en fait, il jouait côté gauche. Donc c'était un peu différent. Mais bon, une ou deux fois, et quand même, il a réussi un peu à me faire des misères. Mais dans l'ensemble du match, bon, on a gagné, et j'avais réussi à faire un match correct pour essayer un peu de l'arrêter, quoi. Donc du coup, Du coup, après le parcours, ça a été exceptionnel, parce que voilà, on est parti, on a pris confiance sur ce match-là. Après, on reçoit Athènes, qu'on gagne aussi. Après, il y a les deux confrontations contre la Corogne, qui était à l'époque un grand club. Donc on perd en Espagne 1-0, mais c'est un match accroché, très tendu, très équilibré. Et le match retour, il y a le fameux festival où on gagne 8-3, un match qui peut finir 10-5, enfin voilà, incroyable. Chaque fois qu'il y avait une occasion, il y avait but. Et donc voilà, après ça nous lance. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'au mois de février, on a le tirage au sort et on joue contre le Lokomotiv Moscou en huitième de finale. Et on va jouer à Moscou. Et bon, il faisait moins 16 degrés. Et on doit perdre 5-0. On doit perdre 5-0, il loupe 3 face à face, des 2 contre 1 même face au gardien. Enfin, on prend l'eau comme c'est pas possible. Et il mène 2-0. Et à la fin, Morientes, justement, Fernando, qui marque un but 2-1. Et on s'assort avec ce 2-1, mais c'est un miracle parce qu'on doit être déjà éliminé. Et au retour, on gagne 1-0. Et après, il y a le fameux quart de finale contre le Real Madrid, les Galactiques, où on perd 4-2 là-bas. Mais pareil,
on mène 1-0 à la mi-temps, mais en seconde mi-temps, on prend la furia avec Ronaldo, Figo, Zizou, Raoul, enfin tout le monde, c'est compliqué. Et on perd 4-1. Et pareil, à la fin, Morientes, hop, un petit but de la tête, 4-2. Bon, non, on ne sait jamais, même si on y croit sans y croire, parce que c'est quand même les Galactiques de l'époque. Et au match retour, bon, il y a ce match légendaire et le discours, on se souvient de Didier Deschamps qui dit même si on en prend un, c'est jamais fini. Eh ben, on en prend un, du coup, à la 30e minute, on en prend un. Et on réussit à égaliser juste avant la mi-temps par Ludo, Joly. Et on fait une seconde mi-temps de fou, où on réussit à l'emporter 3-1. Il reste quelques minutes à la fin où ils nous mettent la pression et puis on s'accroche, il y a une grosse occasion, mais on tient le résultat et puis on réussit à éliminer les Galactiques. Donc c'est un exploit. Et derrière on joue Chelsea, où pareil, mais le match aller, on est 1-1, on prend un carton rouge au Louis II. Et derrière, Ranieri, qui était le coach de Chelsea, je ne sais pas comment il voit les choses, mais il fait rentrer 2 attaquants. Donc il veut vraiment gagner le match, il veut nous mettre la tête sous l'eau. Et nous, derrière, on s'accroche, 2 contre-attaques, on réussit à gagner 3-1. Et derrière, on doit être éliminé parce qu'à Stamford Bridge, on arrive une demi-heure avant le match, on est dans les bouchons, on n'est pas du tout concentré, on n'est pas prêt. Et on prend une foudre pas possible. Les 30 premières minutes, mais pareil, s'ils gagnent 5-0 au bout de 30 minutes, il n'y a rien à dire. Et donc il y a 2-0 pour eux, donc là à ce moment-là on est éliminé. Et avant la mi-temps, on marque un but, un centre de Roten qui tape la barre, on marque de la main, Ibarra, on ne sait pas, but, voilà, 2-1. Et en seconde mi-temps, on a maîtrisé les choses, on marque un second but, on fait 2-2. Donc voilà, c'est super. Direction la finale. Et après la finale, Après, on était tous un peu sur les rotules, quoi, parce que la saison avait été longue, on n'avait pas un gros effectif. On jouait à chaque fois à 13-14 joueurs, donc c'est vrai que ça commençait. En plus, on avait pas mal d'internationaux, quasiment que des internationaux. Donc on arrive un peu sur les rotules, et puis après il y a des faits de jeu pendant le match qui vont pas dans notre sens, avec la blessure de Ludo Joly, qui les 20 premières minutes leur faisait la misère par sa vitesse, par son petit gabarit. C'était des Golgoth derrière. Et donc Joly, c'est Dado, Perchaud qui rentre, donc un gabarit qui leur correspondait mieux. Et après, ça a été un match fermé, mais eux, ils marquent sur une de leurs rares occasions. C'est même pas une occasion, c'est un petit cafouillage, ils marquent. Et après, nous, on n'a jamais réussi à les mettre en danger. Et ils marquent après 2 buts en contre en fin de match. Mais bon, après, ils méritaient leur victoire sur le match parce qu'ils étaient très très solides. Cette année-là, ils avaient battu Marseille en poule. Ils avaient éliminé Lyon. Enfin, ils avaient fait une grosse année aussi. Donc avec des top joueurs comme Deco, Carvalho, le coach, c'était Mourinho. Donc voilà. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Du coup, vous jouez à un Porto où l'on découvre certains talents. C'est là qu'ils se révèlent, hein, Deco, Maniche. Ouais, Maniche. Est-ce que sur le terrain, tu te dis, ouais, ceux-là, ça va être des top players? On avait vu déjà tout au long de la saison, hein, parce qu'ils n'arrivent pas en finale par hasard. Bien sûr. Mais c'est vrai que oui, après sur le terrain, tu vois qu'il y a quand même des choses. Quand tu es Déco, le mec il perd pas un ballon, il voit toujours tout avant, tu penses qu'il va la mettre là, il te la met là-bas. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Le défenseur Carvalho, il est arrivé, il n'est pas forcément grand, mais il est très explosif, un peu à la Cannavaro, où il t'enfonce tout le monde. Donc tu as des trucs comme ça où tu te dis, les mecs déjà ils sont pas là par hasard, et puis après sur le terrain tu te rends compte qu'il y a quelques joueurs qui ont un petit truc en plus. Ah oui. Du coup, de cette épopée, je pense qu'il en ressort des souvenirs. S'il y a un souvenir drôle ou une anecdote un peu incroyable à raconter, ce serait laquelle pour toi? Il y a une anecdote drôle, c'est par exemple, je sais pas si, mais quand on joue le match contre la Corogne, qu'on gagne 8-3 au Louis II, il y a Raoul qui était ami avec Morientes, qui descend dans le vestiaire après le match, quand on gagne 8-3, pour saluer son pote, il vient dans le vestiaire. Et en fait, nous, tous les jeunes, je me rappelle, Sébastien Schilacci, Patrice Evra, moi et d'autres, on enlève nos maillots et on lui fait signer un autographe, quoi, à Raoul. Et 3 mois après, on joue contre, on le tamponne et on l'élimine, quoi. Voilà. Donc ça, c'était
C'était un truc sympa parce que pour nous, Raoul, c'était. Bon, après tous les Galactiques, mais Raoul, c'était. Oh, putain, le meilleur buteur de la Ligue des Champions et tout. On lui faisait signer les autographes. Et 3 mois après, on se retrouve sur le terrain face à eux et on réussit à les éliminer. Oui, Donc, après, voilà. il n'y a plus de légende, hein, une fois Ah non, qu'on bah, l'a de en toute face. façon, Hein. voilà, quand on a su qu'on tombait le Real Madrid, bien sûr, Zidane, pour nous les Français, c'est quand même le joueur emblématique, le meilleur joueur pour moi en tout cas, français de tous les temps. Beckham, après il y avait Ronaldo. Ronaldo, tu le vois comme ça, il a un coup comme ça, il a le ventre qui truc et tout, tu te dis, ouais, le mec, et puis quand il prend le ballon, il te met des accélérations, tu sais même pas comment il fait pour courir aussi vite et pour aller aussi vite avec le ballon. Mais Beckham au milieu, c'était la classe, de contrôler les ballons, il te faisait des transversales de 93 mètres, elle arrivait, enfin c'était énorme. Mais on les a battus. Eh oui, Ouais. vous les avez éliminés Ouais, en on les a 2 matchs. éliminés, ouais. Eh oui. Bon, mais après, du coup, 2004, 2005, 2006 et 2007. Ouais. C'est un changement de club pour toi. Tu quittes ton club formateur Ouais. pour rejoindre ton club, je pense, de cœur. Ouais, bah, alors moi j'ai grandi De bien la sûr région. en étant moulésien, arlésien, les années Papin, Waddle, Pelé, Boli, Moser. Voilà, j'ai grandi comme ça. J'ai même eu le mulet à la Chris Waddle quand j'étais petit. donc, euh, donc voilà, c'est sûr que Marseille, moi c'est le club qui m'a fait rêver toute ma jeunesse, toute mon enfance. Quand je jouais au stade, j'étais soit Boli, soit Moser à chaque fois, avec les copains. Donc voilà, c'est sûr que de rejoindre voilà, à l'époque, et puis même aujourd'hui, le plus grand club marseillais, le plus supporté, c'est sûr que c'était quelque chose d'exceptionnel pour moi. Du coup, tu ressens de la fierté, évidemment, mais tu ressens plus d'excitation ou quand même un peu de pression en sachant l'attente qu'il y a des Non, moi supporters. enfin, après chacun le vit à sa manière, Bien mais moi sûr. j'ai jamais eu de pression par rapport à ça parce que en fait, pour moi, le foot, c'est toujours ma passion. En fait, j'ai jamais fait mon métier, j'ai jamais que j'aille à l'entraînement, que j'aille en match, je vais pour me régaler, pour m'amuser, pour prendre du plaisir et pour toujours donner le maximum. En fait, voilà, je me pose pas la question. Moi, j'ai jamais pensé non là, je vais gérer ou quoi. J'ai jamais géré dans ma vie, que ce soit à l'entraînement, même avec mon fils au stade, même avec les copains au stade. Je sais pas faire ça. Donc voilà, c'était plus de l'excitation de me dire waouh, ça y est, le Vélodrome parce que on le connaît le Vélodrome parce que j'ai joué avec Monaco et c'était le premier match qu'on cochait sur le calendrier à l'extérieur. C'est voilà, putain, on joue qu'en Vélodrome, c'est qu'à Marseille, voilà. Et on savait que parce que même si c'est contre nous, mais tu sais que tu vas te régaler, qu'il va y avoir une ambiance, qu'il y a une atmosphère, que voilà, le aux armes et tout ça, l'entrée, la chanson, le jump à l'entrée du match, enfin tout ça, c'est exceptionnel. Donc voilà, et là j'allais le vivre du bon côté, on va dire, donc plutôt excité que sous pression ou tendu, quoi. Voilà. Et du coup, en signant à l'OM, ton plus gros défi, c'était quoi pour toi? Bah, le plus gros défi, c'était de réussir, quoi, d'amener le club, bon, pas que moi, mais avec les nouveaux joueurs, avec tout le staff, avec l'équipe, d'amener le joueur au plus haut de France, du championnat de France, en sachant que à cette époque-là, il y avait Lyon qui était au-dessus et qui enchaînait les titres de champion de France. Donc voilà, le défi, c'était même si je sais qu'avec mon tempérament, ça, c'est pas très compliqué, mais voilà, de m'intégrer dans l'effectif et que ça se passe bien avec tout le monde. Voilà. Et puis de rendre la confiance que les dirigeants m'avaient faite et avaient en moi, quoi. Voilà. Bien sûr. Et tu en gardes quoi, du coup, alors, de ce passage à l'OM? Bah, c'est un peu contrasté, on va dire, parce qu'il y a eu une première saison, je pense, qui a été très bien, avec des top souvenirs, justement. J'ai fait un classico au Vélodrome que j'ai gagné. J'ai joué le match où on gagne à Liverpool, première équipe française, avec le but de Mathieu Valbuena. Donc, il y a eu plein de bons matchs, plein de bonnes choses. Donc, et puis la saison, je crois qu'on finit second ou troisième. Bon, enfin, on se qualifie pour la Ligue des Champions. Donc, c'était plutôt une bonne saison. Et puis après, on va dire qu'il y a eu un peu d'extra sportif et qu'après, bon, sur la saison d'après, le club a décidé de ne plus compter sur moi. Et donc voilà. Après, j'ai pas voulu partir n'importe où parce que j'avais des propositions de club, mais
Mais j'ai préféré attendre et avoir l'opportunité de partir là où j'avais vraiment envie de partir. Donc voilà. Mais après, ça reste à vie d'avoir la chance de rentrer au Vélodrome avec le maillot de l'OM. Ça n'a pas de prix et ça restera toujours dans ma tête comme un des plus grands souvenirs de ma carrière, quoi. Voilà, malgré ce côté-là mitigé, ce que j'allais dire, Ouais, ça non, reste mais quand même c'est mitigé un grand parce que souvenir. C'est mitigé parce qu'au niveau sportif, voilà, par exemple à Monaco, je me suis imposé, ça s'est bien passé. Je suis parti parce que j'arrivais en Bundesliga, mais au niveau, pas forcément au niveau football, mais au niveau aussi de ma vie de famille et tout ça, j'avais besoin d'un changement. À Blackburn aussi, je me suis imposé, ça s'est bien passé. Voilà, au niveau sportif, ça a été super. Et Marseille, il y a un peu ce goût amer de pas avoir pu tout donner jusqu'au bout, quoi. Voilà. Un petit goût d'inachevé. Un petit goût d'inachevé, mais sans rancœur et Bien sûr. sans rancune, parce que après, au début de la carrière, peut-être ça aurait été plus difficile, mais là, j'avais un peu plus de bouteilles et je sais que des fois, j'ai appris avec le temps qu'on ne faisait pas toujours ce qu'on voulait, que ça ne se passait pas toujours comme on avait envie, et que voilà, c'est les aléas du milieu du football, des fois du milieu sportif aussi. C'est comme ça et il faut apprendre à vivre avec, quoi. Voilà. Bon, si je t'évoque Wood Park, du coup, qu'est-ce que ça réveille chez toi? Wood Park, et c'est ça qui va être fou, c'est qu'on vient de parler par exemple de l'OM, on vient de parler de Monaco avec des finales de Ligue des Champions, mais c'est vraiment la meilleure période de ma carrière. Ouais, c'est là où j'ai pris le plus de plaisir, c'est là où je me suis régalé, Blackburn, où j'ai trouvé un club qui n'était pas forcément un top club de Première Ligue, mais un club familial, avec une ambiance familiale, avec des top joueurs. Et après un championnat anglais où je me suis complètement retrouvé dedans, quoi, voilà, où ça ne se pose pas de questions, où tout le monde donne le maximum, comme je disais, où il y a une atmosphère dans les stades, n'importe où tu joues, il y a une ferveur de fou. Donc franchement, c'était la régalade. Et au niveau de la vie, ma femme était avec moi, ma fille est née à Manchester, justement. Et on s'est épanoui là-bas, quoi. Vraiment, mon fils allait à l'école anglaise avec le costume, la cravate et tout ça. Et le seul petit hic, pour certains ça peut être un gros hic, c'est que tous les jours il pleut. Ouais. Voilà, ça, tous les jours il pleut. Même si tu te lèves, que tu as le ciel, il n'y a pas un nuage et tout, je sais pas comment ils font. En 5 minutes, ils s'appellent, ils se disent on se retrouve tous et tout, ils arrivent. Et tu sais qu'il pleut. Même si c'est 5 minutes, il pleut, ils repartent et tout, mais tous les jours il pleut. Voilà, c'est un peu le seul problème. Mais si tu es heureux dans ta vie, tu arrives à passer outre. Et en tout cas, nous, ça a été le cas. On a vécu 4 ans et demi là-bas. Exceptionnel. Ouais, ça se sent quand tu en parles que Ouais, c'est un bon souvenir. Donc, du coup, tu l'as dit, tu avais eu plusieurs propositions, mais rejoindre Blackburn, c'est une réelle envie. Ah oui, c'est une réelle envie. Et en fait, au départ, eux étaient réticents. Et c'est pour ça que quand je suis parti au mois de janvier là-bas, ils m'ont pris une semaine. Ils m'ont fait tous les tests du monde. Non, mais vraiment des tests physiques, des radios, courir, sauter. Parce que eux, en fait, ils se posaient des questions en se disant pourquoi un joueur comme toi, avec la carrière que tu as, tout ça, pourquoi tu joues pas? Pourquoi ça fait 6 mois que tu n'es même pas dans l'équipe, que tu n'es même pas dans le groupe et tout ça? Donc on pense qu'il y a peut-être une connerie physique ou un truc comme ça. Donc j'ai dit, moi je suis. Et la chance que j'ai eue, c'est que pendant ces 6 mois, en fait, où j'étais, on va dire, un peu à la cave, mis à l'écart à Marseille, c'est que je me suis entraîné toujours à fond. Ah oui. Voilà, je m'entraînais avec le groupe, avec les pros et tout ça, mais le week-end, quand il y avait les matchs, j'avais des séances d'entraînement avec le prépa physique et tout, et je me suis toujours donné à fond, et je me suis toujours entretenu. Et donc quand je suis arrivé à Blackburn, j'ai fait des tests où j'étais même meilleur que les joueurs qui jouaient chez eux et tout ça. Donc voilà, au bout d'une semaine, ils m'ont dit, bon, ok, on prend. Et au bout de 2 mois, ils me faisaient signer, ils levaient l'option d'achat, ils me faisaient signer un contrat de 4 ans. Et voilà, donc. Tu as réussi à lever les doutes. Ouais, c'est ça. Du coup, on sait que l'atmosphère des stades anglais, c'est proche du terrain, on peut presque les entendre. Ça change quoi au niveau du match? Ça change pas grand-chose, mais c'est vrai qu'il y a une ferveur incroyable. Et ce qui est un peu fou ou pas, mais c'est que souvent c'est dans les plus petits stades entre guillemets, ou dans les plus petits clubs, Wolverhampton, Stoke City, Newcastle c'est un grand club, il y a un grand stade et tout ça, et des fois c'est plutôt à Old Trafford
où c'est un peu plus calme, Arsenal, où c'est un peu plus calme. Et cette ambiance, moi je me rappelle quand on jouait Stoke City des fois, ils avaient un mec qui faisait des touches de 75 mètres. Et dès qu'il y avait une touche, mais on aurait dit que c'était un penalty. Tout le stade debout, et l'autre il te mettait le ballon dans la surface, et tu te prends des coups de coude, et tout ça. Mais c'était magnifique, c'est des souvenirs de fou. Et c'est vrai que cette atmosphère anglaise, elle est particulière. Et ça, même si le vélodrome, c'est sûr que c'est exceptionnel, et tu discutes avec tous les joueurs, même d'Europe et tout ça, il y en a beaucoup qui disent le vélodrome et tout ça. Mais l'Angleterre, c'est tous les week-ends, et il y a un truc particulier. Voilà, il y a un truc particulier, et puis ils vont valoriser des fois juste un geste défensif, ou même un geste de fair play, ou un arbitre qui prend une bonne décision, ou un truc. Enfin, moi, en tout cas, j'ai adoré tout ce que j'ai vécu là-bas, quoi. Ouais, tu le dis, donc outre-Manche, on sait qu'ils mettent souvent les défenseurs en lumière, hein, autant que les attaquants là-bas. Du coup, est-ce que tu as senti là-bas plus de reconnaissance? Mais moi, je sais que par exemple à Blackburn, au bout de 3 mois, j'avais ma chanson, quoi. Voilà. Et dès que je mettais un tacle, ou que je faisais une action ou un truc comme ça, pendant 2 minutes, le stade chantait mon nom, les 25 000 personnes à Blackburn. Donc c'est sûr que ça, quand tu joues, ça te met un peu les frissons. Mais moi, je me souviens que un jour, j'ai mon meilleur ami qui est venu à Blackburn. On jouait contre Bolton, un derby. Et on mène 2-0. Ce match-là, il avait neigé, il avait plu, du vent et tout ça. Et à la fin, on mène 2-0. Et j'avais fait un bon match. Et je marque le 3e but, donc du derby. Et c'était vers la 87e, 88e. Et du moment où j'ai marqué le but, alors après, chaque match, ils élisent le man of the match. Donc j'ai été élu homme du match. Et pendant 8-9 minutes, toute la fin du match, ils ont scandé mon nom, tu vois. Et mon ami dans la tribune, à la fin, en fait, quand je suis sorti, que je l'ai retrouvé, on aurait dit que j'étais plus son ami, que si j'étais quelqu'un d'autre. Il me regardait comme si j'étais une star, un truc comme ça. Mais je dis, mais c'est pas possible, ce qui s'est passé, j'en reviens pas, j'y croyais pas. Et voilà, et ces moments-là, c'est sûr que forcément, ça marque, quoi. Ah oui, bien sûr, parce Ouais. que quand même, un stade entier qui scanne Ouais, ton nom ouais. pendant 10 minutes. Mais en plus que, voilà, il y a des joueurs qui sont habitués, voilà, des joueurs, des attaquants, des mecs qui flambent et tout ça. Mais quand tu es un joueur un peu de l'ombre et tout ça, un défenseur qui est plus un joueur de devoir, c'est sûr que ça fait quelque chose. Ouais. Eh oui, j'imagine. Ouais. Et du coup, tu as évolué sur les ordres de Sam Allardyce, un coach réputé outre-Manche, qu'on connaît un peu moins nous. Toi, tu en penses quoi de son côté tactique, de son côté humain, ce coach? Moi, je le connaissais pas en arrivant à Blackburn. Alors après, je me suis un peu renseigné tout ça. Exceptionnel. Exceptionnel. Alors, exceptionnel au niveau humain, justement, t'en parles, parce que je me souviens, quand je suis arrivé à Blackburn, on était dernier. Après, on s'est sauvé largement, mais on était dernier au mois de janvier. Et j'arrive, premier match, je crois, je jouais pas, j'étais remplaçant. On perd. Et lui, il venait d'arriver aussi, le 3 semaines avant. Il met sur le tableau entraînement. On avait joué le samedi, entraînement mercredi. Tout le monde se regarde. Et après, il nous regroupe tous. Il dit bon, demain, lundi, mardi, on part tous en Écosse. J'ai réservé l'hôtel et tout ça. On va jouer au golf, on va boire des canons et on va chasser, balle trappe et tout ça. Voilà, allez, on part 3 jours. J'arrive là, je me dis qu'est-ce qu'il me dit lui, et de partout, il nous dirait on va au vert, on va s'entraîner, vous bougez pas, vous êtes punis et tout. Lui il nous amène faire la bringue, aller faire du ball trap, aller du golf et tout. Bon ok, on va derrière, on gagne les 4 prochains matchs. Enfin magnifique, il nous laisse, on se sauve. Après une fois qu'on se sauve, chaque trêve internationale, il nous laissait, nous les étrangers, nous laissait 4-5 jours de repos pour pouvoir rentrer en France. Enfin voilà. Et puis il était capable, moi ça m'est arrivé parce qu'après je l'ai eu pendant 2 ans et demi, mais un jour je fais une connerie pendant le match, je fais un penalty à la fin d'un match où on menait peut-être 3-0, mais je fais une cagade où je suis en retard, je dois jamais faire penalty, concentration. Et derrière, devant tout le monde, le fin du match, you're fucking shit, il me gueule dessus, mais et bon moi
je lui dis, ah, c'est bon, je me réponds un peu, et il me regueule dessus, mais ferme-la, et assis-toi, et tu me parles pas, et tout. Bon, alors après, je me tais, je dis plus rien et tout. Donc, hop, on part et tout ça, et après, il me tape sur le cul. Mais quand tout le monde est parti, à la fin, j'ai pris ma douche et tout, il me tape sur le cul, il me fait, ah, t'as vu, je t'ai bien parlé tout à l'heure, hein, mais en rigolant et tout ça, ah, je t'ai bougé, hein, ça t'a fait du bien un peu et tout ça, mais en rigolant et tout. Et il dit, allez, puis il me tape, il me met une mythe, là, comme ça, allez, ça va, allez, bien joué, tu vois, ouais, c'est bon, et voilà, mais c'était ça. Et tu peux que l'aimer, quoi. Moi, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'aime bien, capable de, voilà, de te dire les choses et tout ça. Et puis à côté de ça, ok, tout va bien, et tout ça. Et après, au niveau tactique, c'était du football simple. C'était on récupère, channel, c'est-à-dire on met le long. Ah oui. Si les mecs, après, on essaye de gagner des corners, des touches, on envoie devant, on va au casse-pipe, les seconds ballons, et voilà. Football britannique dans toute sa splendeur. Allez, voilà, à l'ancienne. Les milieux de terrain, là, ils touchaient pas trop de ballons. Là. Ils avaient pas le torticolis. Ouais. Mais bon, encore une fois, c'est super souvenir. Quoi. Du coup, ouais, j'ai bien compris que vraiment Blackburn, c'était... Ouais. Du coup, tu as fait ta carrière essentiellement en France, on va dire. Ce passage à l'étranger, il t'a apporté humainement et en tant que joueur énormément. En tant que joueur, oui, parce que je me suis épanoui au niveau du foot, où je me suis régalé. Mais au niveau de la vie, vraiment, je ne vais pas faire le vieux con et le mec, la France. Mais il y a un respect qui est différent là-bas. Oui. Voilà, il y a un respect qui est différent. Et je ne vais pas critiquer les supporters marseillais, mais par exemple, là-bas, tu vas manger au resto, tu es en famille, ou ils vont avoir le truc de peut-être juste saluer ou juste voir, mais ils vont même pas venir te parler parce qu'ils savent que tu es en famille, ils savent que voilà, tu marches dans la rue ou tu vas faire tes courses ou quoi, ils vont juste te dire hi Gaël, ou même pas ils vont oser, tu vois. Et c'est vrai que en France c'est différent. Alors à Monaco c'est un peu encore un autre contexte. Mais en tout cas, à Marseille, c'est vrai que c'est plus compliqué à ce niveau-là parce qu'il y a tellement de ferveur, il y a tellement d'engouement, il y a tellement de passion voilà. Mais voilà, à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a un peu de différence. Et une différence aussi, tant pis si je ne me fais pas des copains, mais en France, on jalouse la réussite. Voilà, ça c'est un fait, c'est un constat. Si tu gagnes de l'argent, si tu réussis, tu es jalousé. Si par exemple tu as une belle voiture, on va venir avoir envie de te la rayer, tout ça. Là-bas, ils vont être contents pour toi et ça va les motiver pour se bouger, pour réussir et pour avoir la même voiture que toi. Voilà, mais ils vont pas être jaloux. Voilà. Ouais, c'est une mentalité complètement différente. C'est complètement différent et c'est pour ça que moi j'ai pris du plaisir à vivre là-bas et j'ai passé de très bons moments là-bas. Voilà. Ouais, suite à ça, je retourne en France. Ouais. Tu rebondis, on va parler d'Arles-Avignon. Ouais, mais en fait, je me retrouve à Arles-Avignon parce que après l'Angleterre, je voulais arrêter le foot, quoi. Voilà, j'en avais marre. Et puis le milieu et tout ça commençait un peu à être compliqué pour moi. Donc je rentre chez moi à Arles et puis le président Salerno à l'époque. Viens jouer, on a besoin d'un gars d'expérience comme toi, allez, on te prend, viens. Donc pendant un mois, non, j'ai plus envie. Et quand on est dans son canapé, on regarde les séries, qu'on s'ennuie un peu, on commence à avoir les fourmis dans les jambes, à un moment donné, je dis, bon allez, ouais, je vais reprendre un peu. En plus, j'avais un ou deux potes qui connaissaient un peu l'environnement du club, ils m'ont dit, il y a des bons jeunes, il y a un bon groupe, le coach Franck Dumas. C'est quelqu'un que je connaissais aussi, donc je me suis dit, bon allez, va encore te régaler un peu et tu vas voir si tu peux encore apporter quelque chose au football, quoi. Donc du coup, Arles-Avignon, c'est un projet un peu plus modeste, on va dire, que ce que tu as connu. Ouais, mais après, j'avais plus trop d'ambition, on va dire, à jouer au haut niveau. J'avais déjà fait pas mal de choses, j'avais bien profité dans ma carrière, et puis je trouvais ça symbolique de revenir dans le club où j'avais passé toute mon enfance, et puis dans ma ville, quoi. Donc voilà, c'était... Et puis rapidement, j'ai vu qu'il y avait un groupe dynamique, un groupe sympa, avec une bonne ambiance.
familial aussi. Et moi, c'est ce que j'aime bien, le côté humain aussi. Donc voilà, une première année réussie, voilà, où je fais des top rencontres. Notamment Samuel Gigot, avec qui justement au Cristal on est associés, on est partenaires. Et après il y a la seconde année où là ça part un petit peu en sucette, ça part dans tous les sens. On a plusieurs entraîneurs, on ne sait pas qui est notre entraîneur. On a plein de joueurs qui s'en vont, d'autres qui reviennent. Enfin, je pense que j'aimais bien Marcel Salerno au niveau humain parce que je le trouvais sympathique, je le trouvais attachant, mais je pense qu'au niveau dirigeant de football, je pense qu'il a été un peu mal entouré, je pense. Mais ce qui est sûr, c'est que sans lui, le club n'aurait pas pu vivre parce qu'il a investi quand même de ses deniers personnels. Donc voilà. Je pense qu'il aurait pu mieux faire par rapport à l'investissement qu'il a fait à la Serre l'Avignon. Et c'est dommage que ce soit fini un petit peu comme ça la dernière saison avec le dépôt de bilan, la descente et des résultats qui étaient très compliqués, quoi. Voilà. Ouais, mais je pense que l'extra sportif a joué sur le sportif, non, à ce moment-là? Ouais, mais l'extra sportif, après, ben voilà, je disais, c'est compliqué. Je pense qu'il y a une mauvaise gestion à tous les niveaux. Voilà. Et puis, ben, quand ça va pas à un endroit, que ça va pas à un autre, que ça va pas à un autre, ben, c'est compliqué pour avoir des résultats. Donc voilà. Après, c'était lui le boss, donc c'est lui qui a géré tout ça. Mais bon, je pense que vraiment, on aurait pu bien mieux faire. Bien sûr. Bon, on va bien sûr parler de l'équipe de France, parce que tu as porté ce beau maillot bleu à 12 reprises. Je pense que pour un joueur, c'est l'apogée d'une carrière. Ouais, bah voilà, je l'ai porté 12 fois, mais après des sélections, je veux dire, où j'ai pas joué, où j'étais remplaçant et tout ça, il y en a peut-être une cinquantaine. Donc, ouais, 50, j'abuse un peu quoi qu'il y a la Coupe du Monde, mais voilà, une trentaine, quarantaine. Mais c'est vrai que bah, là, c'est le très très lourd parce que la première fois, c'est un peu comme le premier match en Ligue 1. C'était un match où j'étais remplaçant, on jouait contre la Bosnie à Metz. Et après c'est différent parce que je savais déjà que j'allais jouer la seconde mi-temps. Donc je remplaçais mon coéquipier de Monaco, Sébastien Schillaci. Donc voilà, mais au moment où tu foules la pelouse, tu te dis, oh là, ça y est, c'est encore une grosse étape de franchie, tu es international. Et tu joues avec des joueurs sur le terrain, Thierry Henry, Patrick Vieira, enfin Uli Sagnol, des joueurs incroyables. Tu te retrouves sur le terrain avec eux, et tu te dis putain, voilà. Après il faut assurer, quoi. Pareil, donc ça va vite après dans la tête, parce que t'as pas le temps de tergiverser, hein. Mais voilà, après c'est vite le terrain qui reprend le dessus et c'est allez, ok, c'est bon, t'es international, c'est bien. Maintenant il faut que tu prouves que tu mérites d'être un international et c'est sur le terrain que ça se passe. Donc voilà, on retrousse les manches et on va au charbon. Eh oui, j'imagine. Ouais. 2006, le Graal. Ouais, après 2006, c'est vrai que je suis appelé à la Coupe du Monde et en plus, par rapport au premier match de sélection, là il y a 3 cadres hyper importants qui sont revenus en équipe de France. Donc il y a Zinedine Zidane, Claude Makelele et Lilian Thuram. Donc là c'est du très costaud. Et c'est vrai que cette Coupe du Monde, par mon caractère introverti et timide, c'était un peu, je l'ai vécu un peu comme vie ma vie en fait. Vie ma vie de supporter d'équipe de France, mais à l'intérieur du truc. Parce que tous les jours, je m'entraînais avec eux, je mangeais avec eux, on passait des soirées ensemble avec eux, certains des fois à jouer au poker, à jouer au ping-pong, à jouer au flipper. Mais pendant 2 mois, en fait, on était tous ensemble. De temps en temps, on faisait des barbecues après les matchs pour voilà, la cohésion et tout. Et c'est vrai que c'était un moment exceptionnel. Après,
là où j'ai pas eu de chance, alors peut-être que j'aurais pas joué, mais le fameux troisième match, le match des coiffeurs, où souvent c'est les remplaçants qui jouent, ben, il fallait absolument le gagner parce qu'on avait fait 0-0 contre la Suisse, 1-1 contre la Corée. Et donc le match contre le Togo, il fallait absolument le gagner. Donc ben, c'est tous les titulaires habituels qui avaient joué le match. Donc voilà, mais en tout cas, de côtoyer tous ces grands joueurs. Et puis en plus, avec la phase un peu de poule, on va dire chaotique, c'est vrai que c'était pas exceptionnel, que ce soit dans le jeu ou dans les résultats. Et puis cette montée en puissance pour voilà, l'Espagne, où il y avait tous les jeunes Espagnols qui voulaient mettre à la retraite Zidane, tous les anciens et tout ça. Le quart de finale contre le Brésil, où en face, tu as une équipe, Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, enfin que des phénomènes. La demi-finale contre le Portugal aussi, c'est un match très difficile. Et puis après, cette fameuse finale contre l'Italie. Enfin voilà, un parcours exceptionnel et j'ai eu la chance de le vivre de l'intérieur, donc un super souvenir. Bien sûr. Et une question, à savoir comment tu l'as appris. Est-ce que tu l'apprends comme nous, supporters, le jour de la sélection ou avant, en amont, tu le sais déjà? Alors là, c'était très simple. On venait de jouer le dernier match de championnat le samedi et le dimanche j'étais avec Sébastien Schilacci et des amis, une course de karting au Luc. Donc on faisait la course de karting, entre temps on se repose un peu, on fait les essais, et entre les 3 essais il y avait Téléfoot à l'époque et faisait l'annonce officielle, donc on s'arrête un petit peu pour regarder et du coup ça a été pas compliqué, mais comme j'étais en pseudo-concurrence avec Sébastien Schilacci, on était ensemble ce jour-là, et lui n'a pas été sélectionné, moi j'ai été sélectionné, donc voilà, mais après il n'y a pas eu de fête ou quoi que ce soit, mais je l'ai appris en regardant Téléfoot, quoi. Ouais, comme moi à cette époque-là, où j'étais un jeune adolescent, et exactement, voilà. j'ai vu la sélection. C'est ça, en regardant Téléfoot, voilà. Du coup, je suppose que c'est une épopée de l'intérieur, tu l'as dit, incroyable. Tu as côtoyé les plus grands joueurs, tu as surtout côtoyé Monsieur Zinedine Zidane. Ouais. Humainement, ça doit être quelque chose. Ouais, bah après, ce qui est fou, je l'ai côtoyé oui, pendant 2 mois, mais après, moi je dis, je suis plutôt quelqu'un qui se met en retrait, qui est timide, mais ce qui est beau, et c'est un peu la même chose que quand je parlais de Morientes tout à l'heure, c'est que avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a gagné, le talent qu'il a, un des plus grands joueurs du monde de l'histoire, et en fait la simplicité, la gentillesse, voilà, l'humilité. Je sais qu'une fois, par exemple, j'avais repris un coup, j'étais sur la table de massage en train de mettre de la glace ou quoi. Mais c'est rien, mais après, pour un jeune comme moi, ça fait plaisir. Oh, Gaël, ça va? Ouais, qu'est-ce que t'as? Ouais, ça va. Mais c'est 10 secondes. Mais voilà, ça fait plaisir. Après, nous, 2 fois, on avait fait, pendant les 2 mois, une partie peut-être de poker. Tu passes un moment et tout. Voilà, et puis c'est la simplicité. Et après, ce qui est fou, c'est la simplicité sur le terrain aussi, en fait. Parce que tout le monde s'imagine, Zidane, il fait des choses exceptionnelles. Oui, mais en fait, ce qui fait d'exceptionnel, c'est d'être le plus simple possible. Et le football, en fait, et c'est ça qui est compliqué des fois à comprendre pour certains, mais le plus compliqué, c'est de faire simple. Parce que 90-95% du temps, c'est de faire des choses simples. Et par contre, à un moment donné, il va y avoir, et c'est là où ça fait les joueurs de classe internationale, c'est qu'il va te faire le contrôle orienté qui va te déstabiliser, qui va te casser la ligne. Il va te faire la passe que personne n'a vue, qu'il n'y a que lui qui peut voir, avec le bon dosage, et c'est ça qui fait la différence. Mais sinon, c'est je donne, je me déplace, je redonne, et c'est ça. Mais après, il y a les 5%, les 10%, et c'est ceux-là qui font la différence, ce que 99,9% des joueurs ne peuvent pas faire ou ne voient pas. Voilà, ces joueurs-là sont capables de le voir. Mais sinon, voilà, exceptionnel de vous avez d'ailleurs démontré tout ça dans le quart de finale face au Brésil, je pense. Ouais, après, on avait dit le seul Brésilien sur le terrain, c'est Zidane. C'est ça. C'est vrai que voilà, il avait. Mais oui, mais après, tout dans la facilité, dans le relâchement. Alors, il était en fin de carrière, donc t'es plus détendu, quoi. T'es tranquille. Mais voilà, et c'est vrai que là,
tac, relâché, des sombreros, des trucs, des roulettes. Enfin, ils les avaient rendus bourriques. Hein. Donc, C'est clair. c'était exceptionnel. Et ça, voilà, de le vivre du banc et tout, nous, on était hystériques sur le banc. Même si c'était tendu que tu joues, mais on se disait, il est fou furieux de faire ça. Comment il fait pour faire ça? Et c'était magique. Ah oui, j'imagine. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment donné dans la compétition où tu t'es dit, on et je vais être champion du monde? Jamais. Jamais. Non, jamais. Je prenais toujours les matchs les uns après les autres et je pense que tout le monde était dans cette optique-là. Après, là où moi j'étais encore jeune aussi, hein, mais en fait c'est que avant d'aller jouer la finale de la Coupe du Monde, ça jouait à la contrée dans le bus, tranquille, ouais, 80 pics. Tout ça. Relâché. Ouais, relâché. Mais bon, les mecs, Barthez, Zidane, les mecs ils sont loin déjà. Ils ont gagné les Champions League, ils ont gagné des Coupes du Monde, des Euros. Donc voilà, et eux je pense qu'ils étaient sereins, ils étaient sûrs d'eux. Et donc moi je suivais le mouvement. Eh ben oui, j'imagine que de bons souvenirs. Ouais. Je vais maintenant finir par te poser quelques questions, peut-être un peu plus perso, un peu plus sur toi, tu vois. Je voulais savoir, du coup, maintenant que tu es, on va dire, un peu plus dans le paddle, qu'est-ce que tu retrouves dans le paddle que tu ne trouvais pas dans le foot? Sur la fin, moi, ce que c'est et c'est le football d'aujourd'hui, c'est pour ça que je suis parti. Mais là, c'est la convivialité, c'est la décontraction. Parce qu'aujourd'hui, le football, je pense que j'espère qu'il va y avoir à un moment donné un recadrage de la fédération à pas mal de niveaux, mais au niveau de l'état d'esprit général, au niveau des valeurs et tout ça, je pense qu'on s'est un petit peu perdu. Je pense que je vais peut-être être dur et un peu fort, mais je pense que le cas Mbappé a fait du mal parce que les entourages des enfants aujourd'hui, dès qu'à 8-9 ans, il y a un petit qui joue un peu bien au foot, ça y est, tout le monde pense que ça va être le futur Mbappé, ça va être une mine d'or pour la famille, ça va être... Et ça c'est pas possible. Moi, aujourd'hui, il y a des parents qui m'appellent dans le secteur, dans le coin. Oui, j'ai mon fils, 8, 9 ans, 10 ans. Est-ce que tu penses que ça serait bien si je prenais un agent et tout ça? Un agent? Mais ton fils, mais laisse-le s'amuser avec ses potes, laisse-le... non, mais si je le mettais dans ce club et tout, mais laisse-le qu'il soit avec ses copains, qu'il profite, qu'il soit heureux. Parce que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils vont arriver à 15, 16 ans, ils vont être écœurés du football. Ils vont plus... mais il y en a beaucoup, hein, et qui vont arrêter le football. Donc, et puis même après... Au niveau des éducateurs aussi, il y a des éducateurs qui, je sais pas moi, 5, 6, 8 ans. Non, il faut gagner, non, pas comme ça, non. Mais laisse-les s'amuser, laisse-les. Tu leur donnes, oui, des conseils, des entraînements, mais tranquillement, tout va bien. Tu joues pas, tu vas rien gagner. Là, c'est juste du plaisir. Les enfants, il faut leur donner le plaisir de jouer, de s'amuser. Et si tu es sur leur dos à chaque fois, bon, enfin, voilà. Et après, quand on grandit un peu et que moi, j'ai eu la chance d'entraîner en centre de formation, je trouve que la passion c'est un peu perdu. Alors pas tous, hein, parce qu'il y a quelques jeunes qui ont toujours ça, mais moi je me souviens, je l'avais déjà dit, mais je me souviens quand j'étais au centre de formation, on en parlait tout à l'heure, on arrivait au centre d'entraînement, on prenait les sacs, on courait pour aller dans le vestiaire, on se dépêchait de mettre les crampons pour aller sur le terrain et toucher le ballon. Et se faire des passes, et faire des jongles, et faire des transversales, et jouer au jeu à la barre, on mettait le gardien, on faisait des frappes et tout ça. Aujourd'hui, t'attends une demi-heure, il faut aller dans le vestiaire, chercher les joueurs, ils sont avec leur téléphone, en train de se prendre en photo. Ah, tu as vu la gonzesse, mais moi, je peux pas l'accepter. Tu es en centre de formation, tu es là pour... Et voilà. Et moi, ça m'a rongé. C'est pour ça que j'ai préféré prendre mes distances par rapport au foot. C'est un peu le ressenti que j'ai. Moi aussi, on en parle souvent sur le foot de maintenant. Les jeunes, ils sont moins passionnés. Ils connaissent même pas le nom des joueurs, des équipes. Enfin, on a l'impression qu'ils sont là presque par défaut. Ouais, c'est ça. Après, et puis voilà, l'atmosphère générale. Alors après, on va pas rentrer dans la politique et tout ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu sociétal aussi parce que moi, j'ai demandé il y a 1 an et demi à mon fils d'arrêter le football parce que je suis allé 2-3 fois le voir jouer. Et en fait, sur le terrain, ça se crache dessus, ça fait que s'insulter. Bon, il a 18 ans, il joue en moins de 19, je crois. Et je lui dis, mais à quoi ça sert? Est-ce que tu prends du plaisir vraiment à aller faire les entraînements avec tes copains, si tu veux, et tout, mais est-ce que... Non,
arrête, ça sert à rien. Donc voilà. Ouais, du coup, tu as un peu répondu à ma question suivante, qui était ton regard sur le foot. Est-ce que tu as encore la passion ou maintenant c'est plutôt un mode supporter? Ben, non, ben alors supporter, plus du tout, parce que je supporte aucune équipe. C'est clair. Et la passion, en fait, j'ai la passion du jeu. Voilà, la passion du sport en lui-même. Je me régale quand je vois un bon match de foot, même si j'en regarde de moins en moins. Je vois un ballon traîner ou quoi, j'ai envie de le toucher, j'ai envie de jongler avec. Mais voilà, après, je pense que tout ce mauvais côté, enfin, que moi je pense mauvais côté, tout ça, que je vois a pris un peu le dessus sur ma passion en ce moment. Donc ça va sûrement revenir et tout ça, mais là j'ai vraiment eu besoin de couper au niveau foot, quoi. Ouais. Du coup, ben, tu l'as un peu dit, mais si aujourd'hui, toi, tu avais un conseil à donner aux jeunes joueurs. Ben, alors, pour les plus jeunes, c'est aux parents que je donnerais un conseil. C'est comme j'ai dit, laissez-les s'amuser. Mais laissez-les s'amuser, laissez-les kiffer, laissez-les aimer le foot, laissez-les aimer le sport voilà, et qu'ils prennent du plaisir. Et non, voilà, arrêtez de penser. Parce que moi, je vais prendre mon exemple. Alors, ok, c'est pas les mêmes générations, c'est pas, mais moi, de 8 ans à 14 ans, mes parents, ils ont dû venir me voir jouer 3 fois parce qu'ils travaillaient le dimanche, parce qu'ils travaillaient le samedi. Aux entraînements, ils n'étaient jamais là parce qu'ils travaillaient. Donc voilà. Et pourtant, j'ai fait une carrière de joueur, j'ai réussi, mais ils n'étaient pas derrière moi. Allez, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, il y a des éducateurs déjà qui sont là pour ça. Si à un moment donné, il y a des moments difficiles, s'il y a des discussions à faire, s'il y a des trucs ou quoi, mais voilà, là tout ce que je vois, enfin, ça me fait rire, mais pas Oui, forcément dans le bon sens, quoi. ouais, bien évidemment. Voilà, donc le conseil. Et après, pour les jeunes, après, un peu plus, c'est de penser au jeu et de penser à faire le maximum. Voilà, s'il y a des jeux, si on veut réussir. Après, il y a d'autres qui n'ont pas les mêmes priorités. Il y en a qui ont envie peut-être d'être des joueurs de haut niveau et tout ça. Ceux qui veulent être au haut niveau, c'est le travail et le travail. Il Voilà. n'y a que ça qui paye. Mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Moi, j'ai connu en centre de formation des joueurs qui avaient plus de qualité. On parle de technique, on va te dire, oui, mais après, c'est à force de travailler. Mais voilà, au départ, peut-être c'est comme ça, mais après, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et à un moment donné, c'est comme ça. Parce que voilà, c'est le travail qui fait la différence. Et après, moi, ça me fait rire quand des fois je vois des copains qui ont joué au village et tout ça, ils sont là à te dire ah, te rappelles à l'époque, je te faisais des crochets et tout ça. Oui, mais pour réussir dans le foot, c'est pas les crochets qui font réussir. Après, c'est d'avoir une tête bien faite. Dans les moments difficiles, c'est savoir comment tu vas réagir. Dans les moments où tout va bien, comment tu vas réagir. Parce que dans les moments où tout va bien, oui, tu peux faire un bon match, mais derrière, ah ouais, ça y est, c'est fini. Et là, Bien sûr. c'est fini. Voilà, donc, mais il y a plein de choses. Et puis, tout se passe là. Alors après, bien sûr qu'il faut des qualités de joueurs, de tout ça et tout. Mais c'est vraiment la qualité la plus importante. Ouais, je pense qu'à niveau égal, la tête, elle fait tout le reste. Ah oui, oui, mais comme je dis, moi, il y a des joueurs qui au départ avaient plus de qualité au départ à 14, 15 ans, mais qui au final à 18 ans arrêtaient le foot ou alors allaient jouer dans un club de DH sans dénigrer quoi que ce soit. Mais Ouais, bien c'est sûr. un fait, avec un boulot à la mairie et qui n'ont pas fait de carrière. Parce qu'à un moment donné, quand il a fallu s'accrocher, et après comment tu réagis à la concurrence, il y a plein d'aléas. Comment tu réagis si tu as une blessure. Putain, Après, il y a deux façons de réussir aussi, peut-être, aussi, je pense. On n'est pas forcément obligé d'avoir une carrière, une grande comme tu as eu toi, mais on peut faire une carrière c'est exactement ce que en National 1, National 2. c'est exactement ce que je disais au départ. Tu n'as pas les mêmes envies et les mêmes perspectives dans la vie, ce que tu as envie. Et il y en a. Moi, en fait, j'ai eu la chance de réussir, mais sans le vouloir, parce que moi, j'ai jamais fait mon métier. Moi, c'est toujours ma passion qui m'a guidé. Et moi, tous les jours, j'allais jouer au foot. Je n'allais pas travailler. Même si des fois, quand tu fais un peu les 15-15, quand on te fait courir Oui. des marathons, c'est un peu plus chiant. Mais moi, j'étais heureux d'être sur un terrain de foot. Et je ne me suis jamais posé la question et je ne me suis jamais dit ah putain, aujourd'hui, il faut aller à l'entraînement, fait chier. C'était chaque fois un plaisir. J'allais jouer au foot. Voilà. Et il y en a certains. D'avoir un peu la médiatisation, d'avoir la pression du public, d'avoir la pression du résultat, ça leur fait pas envie, ils n'ont pas envie de ça.
il n'y a pas de problème. Tu joues dans un club un peu plus là, et puis tu peux trouver autant de plaisir, voire plus de plaisir, et être épanoui comme ça. Et ça, il y a, en tout cas, moi, je suis pour ça. Et Bien sûr. moi, ce qui compte, c'est que les gens ils soient heureux. Et des fois, justement, il y a des parents qui vont pousser, alors que le petit, il a juste envie de s'amuser avec eux. Ils vont le pousser, ils vont le pousser, ils vont le pousser. Et c'est là où, à 14 ans, 15 ans, bah, j'arrête le foot, laissez-moi, vous m'avez gonflé. J'ai pas envie de ça, moi. J'ai envie d'être tranquille, d'être avec mes potes. Et du coup, après, ils arrêtent le foot et ils vont faire des apéros avec les potes. Et donc justement, en tant que joueur, toi, comment tu te décrirais en 3 mots? En 3 mots, bah, je vais pas être original, mais je vais dire, bah, ça va être le résumé, mais voilà, travailleur, humilité et rigueur. Simple. Ouais, c'est très Voilà. bien. Après, ben, tu as côtoyé l'ogre un peu de la Provence, l'Olympique de Marseille, un plus petit club qui est Arles-Avignon. À l'heure actuelle, dans la région, on constate qu'il n'y a que l'Olympique de Marseille au top niveau. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a un club, il y a la place pour un autre club de la Bah, région aux côtés de Marseille? Moi, alors, j'aimerais, mais je pense pas en fait, parce que il y a plein de clubs qui ont un peu essayé, vraiment locaux. Bon, il y a eu Istres, il y a Martigues, même Nîmes qui est pas trop loin. Bon, Montpellier, je le mets un peu plus loin, mais Arles aussi. Mais en fait, c'est trop compliqué parce que Marseille, c'est quand même, oui, comme tu as dit, c'est un ogre. Et je pense que c'est compliqué d'avoir un tel grand club pour un autre club à côté de vivre de vivre, mais de survivre au haut niveau. Comme il y a eu Martigues, Arles, Nîmes. Tu peux arriver sur un coup d'éclat de faire une saison ou 2 saisons en Ligue 1, mais après perdurer à ce niveau-là, je pense que c'est compliqué. Ouais. Ouais, puis les exigences financières de maintenant, Ah bah la oui, bah, DNCG, c'est sûr. on Ah, voit c'est que compliqué. c'est Et puis il compliqué. faut des infrastructures aussi. Donc les Aussi. stades, les normes et tout ça, compliqué. Allez, dernière petite question du coup, avec toute ton expérience de maintenant, de vie, de joueur, si toi, le Gaël JV d'aujourd'hui, tu avais 3 conseils à donner à Gaël JV qui a commencé à Monaco. Ah ouh, c'est pas mal ça comme question. Euh, Bah, je lui dirais pas grand-chose parce que je regrette pas grand-chose et qu'est-ce que je lui dirais? Ah, c'est compliqué comme question. Euh, Celui de Monaco, de manger un peu mieux, de te coucher un peu plus tôt et et après de rester comme tu es. Ouais, c'est essentiellement sur le rythme de vie. Ouais, ouais, Ouais. parce que c'est vrai que bon, alors à notre époque, on était un peu moins surveillés et tout ça, mais j'ai réussi en parallèle de ma carrière, et c'est peut-être pour ça que j'ai arrêté tôt, un peu plus tôt aussi, même si physiquement aujourd'hui je me sens bien et que j'ai pas de problème, mais voilà, j'ai pas toujours fait attention à la diététique. J'aimais bien de temps en temps faire la fête. Et c'est vrai que je suis pas un couche-tôt et que je dors pas beaucoup et ça, le sommeil, je pense que c'est une des choses qu'aujourd'hui, voilà, j'aimerais bien dormir un peu plus. Et à l'époque, si je pouvais changer quelque chose, c'est de dormir un peu plus. Ouais. Eh ben, Gaël, merci beaucoup en Bah, tout cas. merci à toi. C'était un réel plaisir. Bah, moi aussi. Alors, à Salut. savoir que notre podcast s'appelle Passe D. Ouais. Donc, moi, je vais poser ça. Allez. Et t'es comme prêt? on est dans ton complexe de paddle, je vais te demander de me faire la passe D pour le prochain Magnifique. invité. Merci Gaël. Ouais, de Merci rien. à tous ceux qui Merci nous ont à tous. écoutés. Merci à la technique. Je vous donne rendez-vous aussi le lundi soir dans le The Brief de 21h à 22h. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Salut.